Notre histoire finira dans un laboratoire souterrain amateur, au milieu de bactéries et d'imprimantes à ADN. Elle commence dans un jeu vidéo, World of Warcraft. À ce moment-là, le jeu vidéo le plus populaire du monde. Tout y est pensé, calculé, soigneusement préparé, des mois à l'avance, à la ligne de code près. Mais pas ce que vous avez sous les yeux. Rien de ce que vous observez à l'heure actuelle n'a été pensé, ou calculé, ou soigneusement préparé. Rien n'est prévu. Ni les centaines d'individus paniqués, ni les corps contaminés, ni les animaux utilisés comme bombes biologiques ambulantes, dont vous découvrirez l'origine plus tard. Certaines personnes, dans le doute, imaginent que c'est un événement surprise organisé par les développeurs. Le problème, c'est que les développeurs sont tout aussi paniqués que les joueurs. Personne n'a la moindre espèce d'idée de l'origine de l'épidémie qui est en train de ravager les serveurs du jeu, aucune idée non plus de la manière de l'arrêter. Ce moment-là, personne ne le sait encore, mais c'est le point de départ de l'épidémie virtuelle la plus importante de l'histoire. Ils seront bientôt des milliers, puis des millions, à être touchés par ce que l'on nommera plus tard l'incident du sang vicié. Et vous et moi, nous allons découvrir comment tout a commencé, comment tout s'est terminé, et pourquoi des biologistes, des épidémiologistes et des experts en terrorisme y ont vu beaucoup plus qu'un jeu. Mais avant de nous y mettre, permettez-moi de vous présenter le partenaire de cette vidéo, Greengot, une institution financière nouvelle génération née de convictions écologiques profondes pour ceux et celles qui ne veulent plus confier leurs économies à une banque au placement opaque. Voilà ce que Greengot vous propose, faire un meilleur usage de votre argent et de votre épargne. Concrètement, plutôt que de placer votre argent dans des banques qui financent le pétrole, le charbon ou le gaz, Greengot vous permet de financer des projets qui vont dans le bon sens. Parce que l'argent, nous explique Greengot, est un levier. Il permet d'avancer, de vivre, de nous faire plaisir, mais aussi de contribuer à faire bouger les lignes et à nous faire progresser en tant que société. Voilà leur promesse. Une épargne qui ne dort pas, mais qui agit, qui travaille pour vos intérêts personnels et pour l'intérêt collectif. Vous voyez ce que vous financez, ce que ça vous rapporte, et vous pouvez en être fier. Bon, et puis Greengot, c'est aussi pratique au quotidien. Une application moderne et sécurisée, une carte Mastercard, en bois ou en plastique recyclé, sans aucun frais à l'étranger, une version premium qui vous permet d'accéder au grand salon voyageurs des gares SNCF, d'obtenir des remises immédiates sur vos billets de train, à la Fnac, chez Biocop, NordVPN, Gringo, Chiloé et tout un paquet d'assurances. Si vous souhaitez jeter un œil à ce que Greengot propose, je vous invite à faire un tour dans la description, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer. Et avec le code EGO3, vous aurez 3 mois offerts sur votre compte premium. Ok, donc on avait dit l'épidémie virtuelle, les experts en terrorisme et le laboratoire souterrain. Ok. Où sommes-nous ? 2005, World of Warcraft, que nous appellerons WoW, le jeu de rôle en ligne, monde virtuel immense, une économie, des quêtes, des donjons et des millions de joueurs. Ici, on se prépare, on voyage et on combat ensemble. Donc ce soir, cette guilde s'est préparée à voyager, reste le combat. 20 joueurs de haut niveau réunis pour accomplir ce qu'on appelle un raid, un donjon coopératif, long, périlleux et complexe, ici avec un objectif, tuer Akar, le boss du raid, tout juste implémenté dans le jeu. Pour nos joueurs, c'est un objectif excitant. Pour eux, l'aventure a commencé il y a longtemps. Ils ont traversé des zones entières, peaufiné leur stratégie, avalé potions et casse-croûtes, ils connaissent le protocole. Les tanks encaissent, les soigneurs maintiennent l'équilibre, les attaquants, ma foi, attaquent, les familiers, les petits animaux de compagnie des joueurs sont invoqués rapidement pour affaiblir les ennemis et renforcer les alliés, avant d'être consignés proches de leur maître pour ne pas risquer leur vie. Une mécanique bien huilée. Alors, loin d'imaginer ce qu'il s'apprête à déclencher, notre troupe se met au travail. La vraie difficulté du combat est la suivante. Akar maudit les joueurs avec ce qu'on appelle le sang vicié, un poison qui afflige de grosses quantités de dégâts sur la durée et qui peut se répandre pour contaminer d'autres membres. Il faut donc à tout prix éviter ce sang vicié. En plus de ça, Akar est capable d'aspirer les points de vie des joueurs. Il se soigne tout en affaiblissant ses adversaires. La solution, contre-intuitive, consiste à se faire empoisonner volontairement avec un autre sort. De cette manière, on piège Akar. Au lieu d'absorber votre vie, il va absorber le poison et s'automutiler en quelque sorte. Voilà le plan. Se disperser mais pas trop, diviser le raid en petits groupes, placer les membres au bon endroit, donner les ordres au bon moment, dissiper les bons poisons, laisser les autres courir, et ça encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que Akar, enfin, drainé par ses propres maléfices, vacille. Voilà, c'est fait, le combat est terminé, Akar est tombé, ses maléfices ne font plus effet. Alors, joyeusement, on se soigne, on se félicite, on répartit le butin, et puis on retourne en ville. Parce qu'on a bien mérité une pinte dans une bonne auberge. Et puis, quelque chose de très étrange commence à se produire.
Du sang gicle sans raison. Des personnages de faible niveau s'écroulent les uns après les autres. Les morts, de plus en plus rapidement, commencent à joncher le sol. Ces événements se multiplient et s'étendent à toute vitesse dans la ville environnante et sur le continent entier, en prenant des proportions particulièrement graves à Forge-de-Fer, la cité des nains, et Orgrimmar, la capitale des orques, qui, en quelques heures, déborde de squelettes. Et ce n'est pas un hasard si ces deux villes sont particulièrement touchées. Elles sont centrales pour chacune des factions de WoW, et elles sont les plus fréquentées du jeu à cette époque. C'est là que la plupart des joueurs arrivent quand ils se connectent. Et un pied mis dans la ville, ils se retrouvent aussitôt infectés. Tout personnage inférieur au niveau 50 meurt quasiment instantanément. Chez les joueurs, c'est la panique. Chez Blizzard, l'éditeur du jeu, c'est encore plus la panique, parce que rien de tout ça n'était prévu. Pour une raison totalement inexpliquée, le monde de WoW est touché par une épidémie dévastatrice que rien ne semble pouvoir juguler. Comme le raconte ce joueur de la Horde sur Reddit, je me souviens d'une chose, Orgrimmar était un enfer. Voilà donc le point de départ de ce que l'on appellera plus tard l'incident du sang vicié. Nous sommes à l'automne 2005, un peu moins d'un an après la sortie de WoW. Le jeu rencontre déjà un grand succès, avec plus de 4 millions de joueurs, et la mise à jour Dakar vient tout juste de sortir. Cette épidémie vient troubler la fête. Pendant des heures, puis des jours, elle tient toute la communauté en haleine. Où peut bien se trouver la faille ? Ce qu'on sait, c'est que le premier serveur à être touché est Archimonde, l'un des plus gros serveurs européens. En quelques jours, la situation dégénère et tout azérote, le monde à 2 continents de WoW est contaminé. La possibilité pour les joueurs de se téléporter d'un bout à l'autre de la carte accélère la propagation. Aucune zone n'est épargnée. Et personne ne comprend où est née cette épidémie. Comme beaucoup dans la vraie vie. Déjà, c'est quoi une épidémie ? Les virus et les bactéries sont là depuis très longtemps, bien avant nous. Ce sont des formes de vie ou de quasi-vie qui ont évolué pour se propager, survivre et se reproduire. Une bactérie, c'est une cellule autonome. Elle mange, elle digère, elle se divise, elle vit. Un virus, c'est plus simple. Il se contente de s'infiltrer dans une cellule et de la pirater pour produire des copies de lui-même. Le concept est génial. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des êtres mauvais, ils ne cherchent pas à tuer. Ils font simplement ce que la vie fait partout ailleurs, vivre et se reproduire. D'ailleurs, la majorité des bactéries ne nous font aucun mal. Certaines nous protègent même. Elles vivent dans notre intestin, notre bouche, sur notre peau, mais pas toutes. Pour qu'une maladie infectieuse se répande, il faut 3 ingrédients. Déjà un agent infectieux, un virus, une bactérie, un parasite, un champignon. Ensuite, un mode de transmission, l'air, la salive, le sang. Enfin, un groupe de victimes potentielles, des êtres vivants sans immunité. Une fois ces 3 conditions réunies, l'engrenage s'enclenche. Le virus, lui, saute d'un corps à un autre. La bactérie, elle, se multiplie dans un organisme, puis s'échappe. Et plus il y a de contact entre les gens, plus ça va vite. Et une épidémie, c'est quand ce processus touche beaucoup de gens au même moment dans un lieu donné. Une école, une ville, une région, et si cette épidémie franchit les frontières, traverse les océans, touche plusieurs continents, alors on parle de pandémie. Quand la peste noire arrive en Europe au XIVe siècle, personne ne comprend ce qui se passe. En moins de 10 ans, elle tue entre 25 et 50 millions de personnes. C'est un Européen sur 2. Des villages entiers sont abandonnés, les corps s'empilent dans les rues, et ce n'est qu'une bactérie, Yersinia pestis. En 1918, un virus de la grippe plus agressif que les autres émerge, la grippe espagnole, une grippe qui décime surtout les jeunes adultes. En 18 mois, elle fait au moins 50 millions de morts, peut-être jusqu'à 100 millions. C'est bien plus que la Première Guerre mondiale. On fait encore mieux avec la variole. Fièvre, pustules, douleurs atroces, un malade sur 3 n'en réchappe pas, et les survivants en gardent les cicatrices à vie. Elle a probablement tué 300 à 500 millions de personnes au cours du XXe siècle. Un virus, éradiqué en 1980, mais encore stocké dans 2 labos. Voilà ce que peuvent provoquer ces petites choses, qui n'ont ni cœur, ni cervelle, ni volonté de nuire. Juste un peu de vie qui veut vivre. En jeu, ceci dit, on sait toujours pas ce que c'est. Et pendant que les développeurs s'arrachent les cheveux pour tenter de débusquer et corriger ce bug monumental, les joueurs s'organisent, déjà sur le chat mondial, où les messages fusent pour signaler les nouveaux foyers d'infection. Devant les villes, pour prévenir les joueurs de bas niveau de n'entrer là à aucun prix. La plupart des gens, inquiets, se réfugient dans des zones moins peuplées. Et puis certains essaient de tirer parti de la situation. Les témoignages, dont on trouve encore la trace sur certains forums, racontent ceci.
Les grosses guildes créaient des routes sûres à travers les capitales pour éviter les PNJ infectés. On pouvait même les payer pour être escortés et soignés si on avait besoin d'entrer dans la ville pour aller voir son maître de classe. On y lit aussi, et ça c'est sympa, il y avait des charlatans qui prétendaient posséder des amulettes de protection contre le nouvel événement de serveurs de Blizzard. À certains endroits, la Horde et l'Alliance, les deux factions ennemies du jeu, travaillent ensemble pour créer des zones de quarantaine et éliminer tout joueur susceptible de venir contaminer les non-infectés au centre. Et puis les joueurs discutent et s'interrogent. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est née où cette épidémie ? Ma foi, moi, je sais. Retour en arrière. Au cœur du combat, la tension monte. Les healers peinent à soigner tout le monde, le groupe a déjà pris beaucoup de dégâts, et notamment le familier de cette chasseuse. Voilà, c'est là. Un familier, je le rappelle, c'est une sorte de petit animal de compagnie. Le joueur peut l'invoquer et puis le renvoyer, et ce familier peut accompagner son maître et notamment combattre avec lui. Le familier de notre chasseuse, lui, a été touché par le sang vicié de Hakar, et il a perdu beaucoup de vie. S'il mourait là, maintenant, ça ferait drastiquement baisser son niveau de satisfaction. Et un familier qui n'est pas heureux, c'est un familier qui fait moins de dégâts et qui risque même de s'enfuir. Et donc, notre chasseuse n'a pas du tout envie que ça arrive. Alors, pour le protéger, elle le renvoie. D'une certaine manière, elle le range. Un geste anodin. Et puis, une fois Hakar vaincu, et une fois sortie du raid, notre chasseuse attentive décide de s'occuper de son familier blessé. Alors elle le réinvoque. Le problème, c'est que, chose normalement parfaitement impossible en dehors du raid, le sort de sang vicié de Hakar fait encore effet. Le voilà, notre bug. Le familier, encore porteur du sang vicié, contamine instantanément sa propre maîtresse et toutes les personnes alentour, qui contaminent à leur tour celles qui les entourent, et ainsi de suite, joueur après joueur, ville après ville. Et les développeurs, même en le sachant, ne savent toujours pas comment régler le problème. Alors, reprenons à la base. L'épidémie de sang vicié est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle démarre par une contamination interespèce, ici du familier au joueur. Une maladie qui terrasse les plus faibles, des foyers épidémiques dans des zones denses et une propagation accélérée par le transport rapide d'un bout à l'autre du monde, des populations qui désertent les villes pour les campagnes, des gens qui protègent, d'autres moins, d'autres encore qui essaient de profiter de la situation en promettant de vous guérir avec toutes sortes de produits miracles. Maintenant que nous avons vécu le Covid, le parallèle entre cette épidémie virtuelle et une épidémie réelle est troublant. Mais pour les chercheurs, il est évident dès le début. En 2007, soit 2 ans après l'événement, un article paraît dans la revue Epidemiology sous le titre « Modélisation de la dissémination des maladies infectieuses grâce aux jeux de rôle en ligne ». Mais l'article que tout le monde cite et qui reste le plus complet à ce jour est celui publié dans The Lancet quelques mois après. L'une de ses autrices, Nina Pfefferman, joue elle-même à WoW, et elle est aussi épidémiologiste. Et donc quand l'événement du sang vicié survient, ce n'est pas seulement la curiosité de la joueuse qui est piquée, et l'article qu'elle coécrit avec Eric Lofgren n'a rien d'anecdotique. Parce que The Lancet, c'est l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses dans le secteur médical. Alors une publication traitant de WoW au beau milieu des dernières avancées sur le VIH ou la malaria, c'est quand même une anomalie. Et c'est du sérieux. Pour décrire l'épidémie de sang vicié, les deux chercheurs utilisent plusieurs outils issus du domaine de l'épidémiologie. L'avantage, c'est que maintenant, après le Covid, on est tous des épidémiologistes en herbe. Alors si je commence à vous parler de R0, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Et sinon, je suis là pour ça. Ok, nous sommes des scientifiques. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut évaluer la dynamique d'une épidémie, donc comprendre et prédire comment l'épidémie va évoluer dans le temps. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle le taux de reproduction, ou le R0. Le R0, c'est un peu le chiffre magique des épidémiologistes. Il mesure combien de nouvelles personnes un malade va infecter en moyenne quand la maladie débarque dans une population qui ne la connaît pas encore. Plus ce chiffre est haut, plus la maladie est incontrôlable. La souche d'origine du Covid tourne autour de 2 à 4. La rougeole monte à 12 à 18, c'est déjà très sévère. Pour le sang vicié, si les chercheurs n'ont pas pu accéder à toutes les données pour correctement quantifier ce R0, ils l'ont estimé à 100. Ce qui est clairement anormalement élevé. Mais ça s'explique. Avec l'épidémie du sang vicié, contrairement à une épidémie classique, si on se trouve dans la zone d'un joueur contaminé, on devient contaminé aussi dans 100% des cas. Voilà ce qui fait exploser notre nombre. Et ce n'est pas la seule bizarrerie que présente le sang vicié par rapport à la réalité. Dans la vraie vie, on sait que plus un R0 est grand, plus l'épidémie démarre vite. Et plus elle décroît vite aussi, tout simplement par manque de gens à contaminer, qui sont soit morts, soit résistants. Mais dans WoW, aucune résistance immunitaire ne se construit au fil du temps. De plus, on peut y faire quelque chose qui est impossible dans le monde réel, revenir à la vie. On meurt, et puis on réapparaît. Du coup, même les joueurs morts peuvent se reconnecter et continuer à propager la maladie, à l'infini. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour enrayer un fléau pareil ? Dans une interview, John Cash, le lead engineer de WoW au moment des faits,
raconte qu'une fois l'origine du problème identifiée, l'équipe voit 2 solutions. Soit vérifier chaque familier de chaque serveur de chaque pays et lui retirer le sang vicié s'il est infecté, soit produire un code pour retirer le sang vicié de chaque familier invoqué dans le jeu. Durant 5 jours, Blizzard tente plusieurs solutions, en isolant des zones entières et en créant des quarantaines pour éloigner les joueurs infectés des zones non infectées. Et ça a l'air de fonctionner un temps. Avant que la maladie ne reparte de plus belle. Et ça fonctionne plus. Retour à la case départ et aucune perspective de traitement en vue. En attendant, tout ça donne du grain à moudre aux scientifiques. L'un d'entre eux, toujours en 2007, s'est même amusé à modéliser la pandémie en utilisant le système SIR, l'un des plus vieux modèles en épidémiologie. Qu'est-ce que ça donne? Le modèle SIR divise une population en 3 groupes. S, les sains, susceptibles d'être infectés, I, les infectés, et R, les retirés, soit guéris, soit morts. Ce dernier groupe ne transmet plus la maladie. En temps normal, les gens passent de S à I, puis de I à R, et l'épidémie ralentit quand il n'y a plus assez de S. Mais dans WoW, rien ne se passe comme prévu. Les joueurs morts peuvent revenir dans le jeu, et donc dans le groupe S. Les joueurs de haut niveau, eux, ne meurent même pas, ils alternent entre S et I à l'infini. Et comme il n'y a aucune immunité, l'épidémie ne s'éteint jamais. Elle boucle, encore et encore. Bon, toutes ces recherches c'est amusant, mais pour l'instant on voit que ça ne nous mène pas très loin. Alors pourquoi est-ce que la science s'est intéressée à cette épidémie? En fait, depuis 2007 et l'article du Lancet, de plus en plus de papiers se sont penchés sur des épidémies de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à voir là qu'il n'y aurait pas ailleurs? D'abord, il faut comprendre que l'épidémiologie est une science récente. On attribue le premier modèle épidémiologique à Bernoulli, un mathématicien suisse. En 1760, il démontre qu'une petite inoculation de la variole peut protéger les gens. C'est une sorte de vaccin avant l'heure, et à l'époque, l'idée est controversée. Pour prouver que c'est une méthode efficace, Bernoulli compile des données et formule une équation dans laquelle on retrouve déjà les notions de groupe S, susceptible, et R, rétabli, qui apparaîtront plus tard dans le modèle SIR. Et depuis, on a fait de grandes avancées. On étudie et on simule des épidémies à coups de modèles mathématiques de plus en plus complexes, qu'on fait manger à des ordinateurs de plus en plus puissants, pour en sortir toutes sortes de prédictions. Sauf que ce genre de modèles ont une faille. Ils ne prennent pas en compte un facteur pourtant déterminant, l'humain. Alors que c'est le comportement des gens qui définit le taux de contact, ce qui est une donnée essentielle pour espérer prédire la dynamique d'une épidémie. Le comportement des gens, par nature, imprévisible, parfois même carrément irrationnel, si difficile à modéliser. Et c'est précisément là que les MMORPG entrent en scène. Au lieu de mimer les comportements, on étudie de vrais humains, les joueurs. Alors, on est en droit de se demander si on peut vraiment comparer des comportements en jeu à des comportements de la vraie vie en situation de crise épidémique. Certains auteurs ont attaqué cet article de 2007 sur ce point, et ça me paraît être une critique pertinente. Un individu ne réagira pas de la même manière quand sa vie est en jeu dans un jeu, et en vrai. Ceci dit, l'étude des comportements des joueurs reste visiblement assez intéressante pour que des spécialistes de sécurité et de terrorisme s'y penchent attentivement, alors jetons-y un œil. Dans l'article de The Lancet, les auteurs évoquent plusieurs comportements qui se rapprochent de ce qu'on observe dans les vraies épidémies. La peur, la suspicion, mais aussi des comportements altruistes et courageux. Des comportements à double tranchant. L'épidémie de WoW a montré que les soigneurs de haut niveau ont grandement contribué à propager la maladie en maintenant des personnages infectés en vie, tout en continuant à s'infecter continuellement eux-mêmes. Dans la vraie vie aussi, les médecins le savent, ils doivent faire beaucoup plus attention que les autres car ils sont de potentiels super infecteurs. De par les patients qu'ils reçoivent, ils côtoient plus de personnes potentiellement contaminées, sans parler de la proximité lors de l'auscultation. Mais on peut faire plus que subir la maladie. On peut l'utiliser. Je vous présente Gary. Gary aime WoW. Il y joue depuis sa sortie, et s'il a tout essayé, il ne s'est jamais autant amusé que depuis le début de l'épidémie. Au départ, comme tout le monde, il n'y comprend rien. Et puis, au détour d'une conversation, il entend parler d'Akar, du sang vicié et de la manière de l'attraper. Alors, Gary, malin, a une idée. Il rassemble une petite équipe. Il va voir Akar, puis sort son familier de manière à le contaminer. Enfin, il ressort du donjon. Il a tout ce qu'il lui faut. Gary se téléporte vers les plus grands centres urbains du serveur et commence à infecter tous les passants, de tous les niveaux.
Certains s'écroulent immédiatement, d'autres survivent en contaminant sans le vouloir les joueurs alentours. Gary utilise ses familiers comme bombes biologiques ambulantes. Ces derniers servent de vecteurs asymptomatiques. Ils transmettent le mal sans en souffrir eux-mêmes. Il suffit ensuite de les laisser se balader dans les villes où ils contaminent tous ceux qui passent à côté. Blizzard note que les joueurs doivent, je cite, travailler dur pour les attraper, prouvant l'efficacité de la tactique. Gary ne s'arrête pas là, il infecte volontairement des PNJ, des personnages non joueurs, non contrôlés par des humains. Comme ses familiers, ces PNJ peuvent transmettre le sang vicié sans en mourir, ce qui fait d'eux de vrais réservoirs, des foyers permanents de contagion, ce qui maintient l'épidémie active en milieu urbain. Les 10 milieux urbains s'adaptent bientôt. Gary remarque au bout d'un moment les tentatives citoyennes pour contenir l'épidémie. Des prêtres joueurs s'étaient organisés depuis peu en cliniques improvisées pour soigner et dissiper le mal en se plaçant sur des points stratégiques. Gary, évidemment, ne laisse pas passer la chose. Dès qu'il aperçoit un lieu de soins, il s'en approche, franchit les barrières, et, avant que qui que ce soit puisse réagir, contamine soignant comme soigné. Face à tout ça, Blizzard instaure bientôt des zones de quarantaine pour endiguer la maladie, notamment avec des scripts temporaires pour désactiver la propagation du sang vicié dans certaines régions importantes, comme les capitales et les zones de départ. Gary, évidemment, ne manque pas à l'appel. Il franchit les barrières incognito et court d'un passant à un autre pour infecter tous les malheureux qui auront eu le malheur de tomber sur lui à ce moment-là. Parfois, ils font les choses en groupe. Ils se coordonnent via des canaux privés autour de tableaux de zonage, où attaquer, quand revenir, comment maximiser la transmission. Et Gary et son groupe ne sont pas les seuls, évidemment. La chose se démocratise. Certains membres de l'Alliance débarquent dans la capitale de la Horde et laissent le sang vicié faire son œuvre. Et certains membres de la Horde débarquent dans la capitale de l'Alliance avec le même objectif et les mêmes résultats. L'effet est immédiat et dévastateur. Les plus grosses villes deviennent des zones de mort et de chaos, les canaux résonnent de dizaines de messages d'avertissement, les joueurs évitent les capitales, ce qui les force à se détourner de leur quête. Au-delà des morts, il y a un effet massif de disruption. Et les experts étudient attentivement. Charles Blair, directeur adjoint du Centre de recherche sur le terrorisme et le renseignement, déclare que WoW peut servir de laboratoire virtuel pour étudier comment se forment et opèrent des cellules terroristes. Les griffeurs de WoW ayant conspiré pour répandre le sang vicié présentent des dynamiques comparables à de véritables cellules de bioterroristes. Recrutement d'un petit groupe soudé, utilisation de moyens de communication discrets pour planifier des attaques coordonnées, ciblage du lieu symbolique et mobilité tactique pour échapper aux contre-mesures. Observer les interactions des joueurs en jeu peut apporter des indices sur la manière dont par exemple des extrémistes pourraient coopérer pour diffuser un agent biologique dans plusieurs villes simultanément. Le fait que tout ceci se déroule dans un monde persistant en ligne avec de vrais individus donne une authenticité au comportement qui manque aux simples simulations informatiques purement mathématiques. Et c'est nécessaire. Les bioterroristes ne sont pas les terroristes les plus prolifiques. Difficulté oblige, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Une fois, c'est Rajneeshpuram, une secte religieuse dans l'Oregon en 1984, qui cultive en laboratoire sa propre souche de salmonelle pour contaminer les salades de 10 restaurants, empoisonner 751 personnes et empêcher les habitants d'aller voter. Une fois encore, c'est Aum Shinrikyo, une secte apocalyptique japonaise qui, pour déclencher sa prophétie de fin du monde et déjouer une rafle policière imminente, lâche du gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, tuant 13 personnes et en blessant plus de 6000, semant la panique dans la capitale. Une autre, enfin, c'est Bruce Ivins, un microbiologiste militaire respecté qui envoie en septembre 2001 des lettres contaminées à l'anthrax à des sénateurs et des journalistes, 22 contaminations, 5 morts et surtout des millions d'individus paniqués, une hystérie nationale paralysante, des fermetures massives, des milliers de fausses alertes, plus d'1 milliard de dollars de coûts, chaque enveloppe blanche suspecte devenant un objet de terreur. Ceci dit, ça, ce n'est pas grand-chose. Des jolis résultats, dira-t-on, mais pour des individus isolés, des petits groupes, des petits moyens. Ça fait longtemps qu'on est capable de bien plus. Parce que la boîte est ouverte. Et pour comprendre ce que ça veut dire, il faut en explorer les contenus. Et voir ce qu'on trouvera tout au fond. Avant même de comprendre, l'humain a d'abord écouté. Il a tendu l'oreille au murmure du vivant. Il est un chaman,
Aveugle au monde microscopique, il apprend par l'essai et l'erreur à négocier avec des esprits invisibles. Il observe le souffle de vie qui transforme le grain en pain, le raisin en vin. Une alchimie brute, un pacte avec des forces qu'il ne nomme pas mais qu'il domestique pour créer, pour survivre. Et puis, par le même instinct, il apprend à utiliser ces mêmes murmures pour détruire. 4e siècle avant Jésus-Christ, dans les steppes de Scythie, pour les archers nomades, la blessure seule ne suffit pas. Dans un acte de génie tactique, ils trempent leurs flèches dans un mélange de fumier et de vipères putréfiées, transformant la moindre égratignure en une infection mortelle. 1155, Tortona, assiégée par Frédéric Barberousse, la ville résiste. Alors, plutôt que de viser les murailles ennemies, les trébuchets envoient des corps humains et animaux vers les sources vitales de la cité pour les empoisonner. 4 siècles plus tard, en 1763 à Fort Pitt, en Amérique du Nord, le commandant britannique, pour mettre fin à un soulèvement, suggère dans son journal une idée, distribuer aux chefs amérindiens des couvertures. Des couvertures prises dans l'infirmerie où l'on traite les malades de la variole. L'homme utilise la nature comme une arme, sans en comprendre le mécanisme. Il ne fait que rediriger un fléau qui le dépasse. Il écoute les murmures de la mort et les souffle à l'oreille de son ennemi. Ça, ce n'est que le début. Le bruit va bientôt devenir assourdissant. XXe siècle. L'âge des murmures est terminé. L'homme cesse d'être un chaman pour devenir un ingénieur. Il ne se contente plus de rediriger les monstres. Il construit des usines pour les rendre plus efficaces et pour les produire en masse. En Mandchourie, l'armée impériale japonaise fonde l'unité 731. Le but, développer l'arme biologique ultime. Les sujets de test ne sont pas des rats, mais des prisonniers humains, qu'ils appellent Maruta, les bûches. Puis ils testent leur création sur le terrain, en larguant par avion des puces porteuses de la peste sur des villes chinoises, déclenchant des épidémies qui feront, au bas mot, plusieurs dizaines de milliers de morts. Face à ces horreurs, le monde réel dit stop. Des conventions sont signées par les grandes puissances mondiales pour interdire l'arme biologique, pour tenter de refermer la boîte avant qu'il ne soit trop tard. Sur WoW, même décision. Après bon nombre de nuits blanches, de tentatives infructueuses, de réécriture de code, de changements inefficaces et d'observations dépassées d'événements aux proportions inconcevables quelques jours plus tôt, face à tout ça, Blizzard abandonne. Ils reviennent en arrière. Rien n'est arrivé. Le donjon de Zul'Gurub, source de la pandémie, est retiré, corrigé, puis réintégré au jeu, cette fois-ci sous contrôle. Au final, on estime que 4 millions de joueurs ont été affectés par la pandémie. Et pour eux, c'était fabuleux. Là où tout est habituellement pensé et écrit et codé à l'avance, cette épidémie incontrôlable a permis à des millions de joueurs de vivre, dans leur univers, une histoire qui n'avait pas été écrite à l'avance. Mais dans le monde réel, les usines, elles, malgré les conventions, ne cessent en vérité jamais de tourner. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique passe à l'échelle supérieure. Biopreparat n'est pas un simple laboratoire, c'est un empire militaro-industriel caché, employant des dizaines de milliers de personnes. Leur mission, préparer une guerre biologique totale. Ils ne se contentent pas de cultiver la peste ou l'anthrax, ils les modifient pour les rendre résistants aux antibiotiques. Leur plus grande réussite est la militarisation de la variole, une maladie que le reste du monde s'est uni pour éradiquer en 1980. Mais pendant que l'humanité célèbre cette victoire, Biopreparat en produit des dizaines de tonnes par an, prêtes à être chargées dans des têtes de missiles intercontinentaux. C'est le sommet de l'âge industriel de la mort. L'homme est devenu un maître dans l'art de cultiver et de déchaîner les monstres de la nature. Mais pendant que ces usines tournent à plein régime, une révolution silencieuse a lieu. Pendant que certains construisent des arsenaux, d'autres, dans le silence de leur laboratoire, apprennent à lire le plus ancien des textes. Pour le cartographier, il a fallu une quête de plusieurs générations, un long passage de relais entre les chercheurs les plus acharnés. On a poussé la lumière jusqu'à sa limite de diffraction, jusqu'à ce que sa nature ondulatoire brouille les contours. Alors il a fallu d'autres messagers, non plus la lumière visible, mais des rayons X, capables de révéler l'infiniment petit. Au laboratoire, on les a fait traverser de fins fils d'ADN patiemment préparés. Sur la plaque, un X s'est inscrit, la marque d'une hélice. Surtout, une image, la photo 51, réalisée par Rosalind Franklin, avec Raymond Gosling, a donné l'angle juste. Au bout de ce long tunnel d'effort, la forme sort de l'ombre et commence à grandir.
non pas petite, mais démesurément grande à sa propre échelle. Un escalier qui se tord sur lui-même, à l'infini, la charpente même du vivant, une gigantesque molécule d'ADN. Les chercheurs découvrent que le fantôme de la vie a un corps. L'hérédité est une molécule, une double hélice d'une élégance géométrique, enroulée sur elle-même dans le cœur de chaque cellule. Le grand livre de la vie, que l'on croyait écrit avec une encre invisible, est enfin ouvert, et son langage est d'une simplicité désarmante. 4 lettres. A, T, C, G. L'alphabet originel. Et bientôt, le lire ne suffit plus. L'humain veut devenir un scribe. Il découvre les outils pour éditer le texte. Les enzymes de restriction, des ciseaux moléculaires d'une précision absolue, et la ligase, la colle pour refermer la coupure. L'humain ne se contente plus d'observer, il agit. Il intègre une séquence d'ADN de méduse dans un poisson pour le rendre fluorescent. Il introduit une séquence génétique bactérienne dans le maïs pour le rendre résistant aux insectes. Il prélève le gène de l'insuline humaine et le contraint à s'exprimer au sein d'une bactérie. Un organisme simple est ainsi transformé en usine à médicaments capable de sauver des millions de diabétiques. Voilà l'ère des premières chimères. Avec CRISPR-Cas9, un outil si simple, si précis, il transforme l'édition génétique en un exercice presque trivial. Le pouvoir de réécrire n'importe quel être vivant est démocratisé. L'âge de l'usine, avec ses créatures cultivées en cuve, touche à sa fin. L'âge du code, où les créatures peuvent être écrites, ligne par ligne, vient de commencer. Et je m'en réjouis autant que je m'en inquiète. Écrire dans le livre de la vie était, jusqu'ici, un pouvoir complexe, lent, coûteux. Il fallait des décennies de savoir, des millions de dollars. Mais, il y a quelque temps, un oracle est né, et il est prêt à partager son savoir. En 2020, AlphaFold, une intelligence artificielle de DeepMind, révolutionne la biologie en résolvant le problème du repliement des protéines, qui échappe aux biologistes depuis plus d'un demi-siècle. Là où les chercheurs cartographient quelques dizaines de milliers de structures en 50 ans, AlphaFold, en seulement 2 ans, prédit la forme de plus de 200 millions de protéines, couvrant la quasi-totalité des protéines connues sur Terre. Bien. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Une autre expérience est menée, plus loin des caméras. Des chercheurs testent leur hypothèse. Et si une IA conçue pour découvrir de nouveaux médicaments pouvait, par simple inversion de consignes, devenir une fabrique à poison? Ils utilisent Megacine, un modèle génératif d'IA entraîné à identifier des molécules thérapeutiques sûres. Puis, ils inversent les règles du jeu. Au lieu de chercher des molécules non toxiques, ils demandent à l'IA de chercher les plus létales possibles. En moins de 6 heures, sur un ordinateur standard, l'IA génère plus de 40 000 composés chimiques potentiellement meurtriers. Certains sont structurellement très proches du VX, un agent neurotoxique extrêmement puissant classé comme arme chimique par les conventions internationales. D'autres, entièrement inédits, n'apparaissent dans aucune base publique. Et leur profil toxicologique, prédit par des modèles d'apprentissage supervisés, les annonce encore plus dangereux que le VX lui-même. Tout cela sans accès à des bases classifiées, sans supercalculateur, juste avec des outils disponibles en open source, des données publiques et un changement de direction. Il ne faut ni laboratoire militaire, ni savoir-faire confidentiel, simplement formuler une autre demande. L'oracle est doué, à n'en pas douter. Le problème, c'est qu'il murmure désormais ses secrets à qui veut bien les entendre. Et c'est là que ça commence à devenir amusant. Aujourd'hui, pour quelques milliers de dollars et une jolie dose de connaissances, tout le monde peut jouer au biologiste moléculaire. Avec un thermocycleur PCR, un séquenceur portable, un kit CRISPR, une centrifugeuse, un incubateur, des micropipettes, une hotte stérile, rien de tout ça n'est illégal ou secret. C'est même livré à domicile. Sans badge militaire, sans blouse officielle, un individu entraîné peut cloner un gène, construire un plasmide sur mesure, séquencer l'ADN d'un individu à partir d'un cheveu, injecter du CRISPR dans une souche bactérienne, créer des bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques, produire localement de la toxine botulique ou de la ricine via des bactéries modifiées, c'est difficile mais c'est faisable. Ça c'est aujourd'hui, avec des moyens encore limités et des IA encore largement imparfaites. Que se passera-t-il demain quand un individu tout juste moyennement capable aura accès à des robots de paillasse open source, à des imprimantes à ADN domestiques, et surtout à des IA qui sauront concevoir un virus plus vite qu'un humain ne peut le comprendre, plus efficacement qu'un militaire ne peut l'anticiper, et plus silencieusement qu'un médecin ne peut le détecter. Que se passera-t-il quand, pour tuer des millions de gens, il ne faudra plus une armée, mais simplement de la curiosité, un fichier zip et une imprimante à ADN à quelques milliers d'euros? Que se passera-t-il quand tous les curieux, les frustrés, les adolescents, les solitaires, les génies, les désœuvrés
Que se passera-t-il quand tous ces gens-là auront à leur disposition, dans leur poche, une petite voix plus brillante que le plus brillant des biologistes, et qui saura les guider au travers de manipulations toutes plus catastrophiquement dangereuses les unes que les autres? Que se passera-t-il quand tout le monde pourra ouvrir la boîte ?